projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Rencontre avec Jean-Claude Voumine, ce footballeur camerounais, ancien capitaine du club canon Yaoundé, a fait une belle carrière internationale en France avant de fonder Foot Solidaire, une association qui a pris la défense des droits des jeunes footballeurs africains, souvent démunis à leur arrivée en Europe. C'est notre invité du jour. Je constatais qu'il y avait beaucoup de jeunes Africains qui me contactaient à la sortie du centre d'entraînement. Ils étaient en difficulté, isolés à l'étranger. Et j'ai décidé de fonder Foot Solidaire pour les aider un peu plus formellement. Une éducation de luxe. Les écoles privées se multiplient en Afrique subsaharienne où elles accueillent 15% des élèves. Les enfants sont mon avenir, donc malgré les problèmes, nous avons décidé, ma femme et moi, de nous serrer la ceinture et faire des sacrifices pour le bien des enfants. Trouver le bonheur chez soi en Afrique, c'est possible. C'est le message de ces femmes sénégalaises pour dissuader les candidats à l'émigration clandestine. Mieux vaut rester ici, gagner ton pain ici et te s'occuper de ta famille. L'éducation des enfants africains est un grand espoir pour le développement économique du continent. Pourtant, aujourd'hui encore, des millions d'enfants sont privés d'école. Quant aux familles les plus aisées, elles ne font plus confiance au système d'enseignement public et à ses classes fréquemment surchargées. D'où l'essor des écoles privées en Afrique, un luxe qui n'est pourtant pas donné à tout le monde. Les frais de scolarité annuels dépassent les 3 000 $ au lycée. Cela n'empêche pas ces institutions d'accueillir 15% des élèves du sous-continent et de prospérer comme ici, au Ghana et en Zambie. Regardez. Je suis pasteur, c'est difficile pour moi, mais que faire? Les enfants sont mon avenir, donc malgré les problèmes, nous avons décidé, ma femme et moi, de nous serrer la ceinture et faire des sacrifices pour le bien des enfants. Comme ce Ghanéen, de plus en plus de familles africaines préfèrent envoyer leurs enfants dans des écoles privées plutôt que publiques. Meilleur taux de réussite aux examens, infrastructures de qualité, classes moins chargées, donc enseignants mieux motivés. Presque toutes les conditions sont réunies pour offrir aux élèves un environnement favorable à leurs études. J'aime bien cette école. On n'est pas trop nombreux dans les classes. Et les profs peuvent connaître tout le monde et savoir leurs forces et faiblesses. J'aime l'école, les profs et mes amis ici. Nous sommes une famille. Nous sommes tous ensemble. Tout est intéressant ici. Au Ghana, sur les 3,5 millions d'élèves de 6 à 15 ans que compte le pays, environ 20% d'entre eux sont inscrits dans un établissement privé. Car ici, contrairement aux pays occidentaux, l'État n'a pas les moyens de financer le développement de l'école publique pour répondre aux besoins de sa population. Résultat, 60% des dépenses consacrées à l'éducation vont vers des instituts privés. Dans un pays en voie de développement comme le Ghana, le gouvernement ne peut tout investir dans l'éducation. Si dans le secteur privé, il y a des gens qui sont prêts à soutenir le gouvernement, ça lui facilite un peu la tâche. C'est aussi pour ça que les autorités nationales acceptent la présence des écoles privées. Anciens fonctionnaires de l'éducation nationale, pour la plupart, les dirigeants du privé ont déjà l'expérience du terrain et savent ce que les parents reprochent aux écoles du public. Le manque de motivation et l'absentéisme fréquent des professeurs. L'autre élément clé, c'est la supervision. Dans le privé, un patron connaît très bien l'importance de la réussite de son entreprise. C'est pourquoi nous surveillons de très près le travail des enseignants. Nous suivons également le travail des professeurs principaux. C'est aussi le cas pour l'administration. Si les avantages du privé sont nombreux mais coûteux pour les dirigeants de ces établissements, le prix de revient est lui aussi élevé.
Après avoir travaillé plusieurs années dans les écoles publiques de Zambie, Béatrice Magélé a décidé de créer et diriger son propre établissement dans la banlieue de Lusaka, la capitale. C'était en 2000. Lorsque nous sommes arrivés ici, nous n'avions pas beaucoup d'argent. Les cours se faisaient dans le poulailler. Nous nous sommes installés avec le peu d'argent que nous avions et nous avons divisé le lieu comme on le pouvait. Nous avions une pièce pour les collégiens et une autre pour les élèves du primaire. Comme la plupart des jeunes entreprises qui démarrent, Béatrice avait besoin d'un soutien financier les premières années. Mais dans un pays où les petites entreprises, et en particulier celles dirigées par les femmes, n'ont pratiquement pas accès au financement, faute de garanties solides, les progrès ont été très lents. En 2007, une banque de microcrédit accepte de lui prêter 37 millions de francs CFA. Un vrai tournant dans le projet de la chef d'entreprise, même si la construction de l'école n'est pas encore tout à fait terminée. Nous avons besoin d'améliorer les infrastructures de cette école. Ce que vous avez vu, ce n'est que le début de mon rêve. Je veux que l'école s'étende davantage. Face au plébiscite des établissements privés, de nombreux pays africains comme le Ghana, le Kenya, le Burundi, la RDC, l'Éthiopie ou encore le Mozambique ont entamé une série de réformes pour améliorer leur système éducatif et surtout inciter les parents à scolariser leurs enfants. La suppression des frais de scolarité pour les élèves du primaire est une des mesures les plus répandues. Une décision populaire. Entre 2000 et 2007, le taux d'inscription dans ce niveau a progressé de 42% sur le continent. Mais la route est encore longue. D'après le rapport Éducation pour tous de l'UNESCO, publié en 2010, sur les 72 millions d'enfants non scolarisés dans le monde, près de la moitié vivraient encore en Afrique subsaharienne. Je vous le disais en titre, notre invité du jour a pris à bras-le-corps la situation des jeunes footballeurs africains qui se retrouvaient souvent dans des situations de détresse en Europe. Grâce à lui, les choses se sont améliorées. Il continue d'ailleurs de veiller à ce que les droits de ses protégés soient bien respectés, en finir avec le mirage du football européen, mais en proposant des actions concrètes aux jeunes Africains du continent. C'est ce qu'il souhaite mettre en place, comme il l'a expliqué à Laurence Soustras et à Thierry Schiller. Jean-Claude Boumine, bonjour. Vous êtes une personnalité à part dans le monde du football, puisque d'international, vous êtes devenu activiste. Pourquoi avez-vous fondé votre association Foot Solidaire? Bonjour madame, merci de m'accueillir dans votre émission. J'avais fondé Foot Solidaire en 2000, alors que j'étais footballeur professionnel. Je constatais qu'il y avait beaucoup de jeunes Africains qui me contactaient à la sortie du centre d'entraînement. Ils étaient en difficulté, isolés à l'étranger. Et j'ai décidé de fonder Foot Solidaire pour les aider un peu plus formellement. Et Foot Solidaire a depuis continué son travail, a commencé un travail de sensibilisation des instances sportives, des pouvoirs publics sur cette question, qui était déjà à l'ordre du jour d'un rapport du ministère français des Sports, de Madame Buffet, qui était alors ministre des Sports en France, qui avait demandé ce rapport sur le recrutement des jeunes joueurs africains, puisqu'il y avait beaucoup de cas de jeunes en situation anormale, accueillis dans des clubs professionnels, parfois qui dormaient dans les vestiaires, qui n'avaient pas, de billets d'avion retour en cas d'échec. Et donc à Bamako, il y a eu en 2000 cette conférence sur le recrutement des jeunes joueurs africains pour le compte des clubs européens, qui a tout changé et a permis de mettre en place une régulation au niveau international. Est-ce que vous avez été très soutenu dans votre démarche? Ma démarche a été très soutenue au début par des personnalités. Tous ceux qui venaient nous dire que c'est super, ce que tu fais Jean-Claude, continue, c'est bien, il faut que le sport intègre les droits de l'enfant, qu'on respecte un peu mieux les droits de ces enfants qui viennent notamment de l'étranger. Malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. À partir du moment où on a commencé à toucher au niveau institutionnel, à demander à la FIFA de modifier son règlement, de renforcer son règlement, à faire des choses concrètes, ça a été plus difficile. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à prendre autant de coups. Ça m'a permis vraiment de tirer des leçons un peu sur la façon de fonctionner, sur la communication et sur notre façon d'aborder les institutions et les parties prenantes de cette question.
Aujourd'hui, ça va mieux, on s'est bien structuré, on a refondé Foot Solidaire, on a réinventé Foot Solidaire et on est constitué en association, en fédération internationale depuis janvier 2021. Revenons donc sur cette situation des mineurs. Depuis 2009, les règles de la FIFA stipulent que le transfert international d'un jeune n'est autorisé que si le jeune est âgé d'au moins 18 ans. Le règlement n'est donc pas appliqué. Alors juste pour mieux vous expliquer, ce règlement a été mis en place depuis 2001. Donc ça s'appelait l'article 12, protection des mineurs. À l'époque, c'était l'article 12. En 2009, il est devenu article 19. Ensuite, il y a eu une modification, je veux dire, un renforcement de ce règlement. On a constaté que les acteurs sportifs contournaient les dérogations qui étaient prévues par l'article 19. C'est-à-dire que, par exemple, un joueur africain étranger, un mineur étranger, ne pouvait pas être recruté, être l'objet d'un transfert international avant ses 18 ans. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas quoi dire, il y a eu cette exception, cette petite faille du règlement qui dit toujours qu'un jeune joueur peut être mineur étranger, peut être recruté avant 18 ans s'il est en Europe avec sa famille, pour des raisons étrangères au football. Par exemple, le fils d'un diplomate a le droit de jouer puisque son père est en Europe pour ses fonctions. Malheureusement, tout le monde a contourné ces exceptions. Il y a eu des clubs qui faisaient même venir des familles d'Afrique pour pouvoir avoir ces jeunes footballeurs. Du coup, la FIFA, en 2009, a renforcé ces règlements. Et d'ailleurs, à l'initiative de Foot Solidaire, à l'époque, on avait travaillé avec le Parlement européen. Donc, et la FIFA nous a accueillis à Zurich au cours d'une réunion en juin 2008 pour nous demander qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et on a contribué fortement à faire modifier, à faire renforcer ces règlements. Et depuis, il y a eu cet article 19 bis, donc, qui impose à toutes les académies d'enregistrer les jeunes joueurs à la fédération. Il faut savoir que beaucoup d'académies, à cette époque-là, utilisaient des footballeurs sans que ces enfants soient licenciés à la fédération. Et ça posait un problème, puisque lorsque les enfants partaient, il n'y avait aucune trace, aucune traçabilité. Il faut dire qu'en Afrique, 90% des jeunes joueurs, encore aujourd'hui, des jeunes footballeurs mineurs, exercent en dehors du système académique, du système fédéral. Donc ils n'ont pas de licence. Même si le phénomène est occulte et difficile à quantifier, pensez-vous qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de mineurs africains recrutés par des clubs européens? Aujourd'hui, le recrutement des footballeurs mineurs africains ne concerne plus uniquement l'Europe. On a l'Amérique du Nord, on a l'Asie, le Moyen-Orient, l'Asie du Sud-Est. Les jeunes footballeurs vont un peu partout. C'est vrai qu'en France, en Europe en général, à l'Union européenne, il y a une restriction un peu plus forte sur les déplacements de footballeurs mineurs, puisque le phénomène est connu. Mais je dois dire que le phénomène se poursuit. Il y a toujours des jeunes qui partent de manière illégale, clandestine, et ça ne s'est pas du tout arrêté. En Afrique même, voyez-vous toujours autant d'idées reçues sur l'Eldorado du football professionnel européen, ou est-ce qu'il commence à avoir une prise de conscience parmi les familles du risque d'envoyer un enfant mineur à l'étranger? L'idée que le foot en Europe, finalement, c'est pas du tout le rêve garanti. Il faut dire qu'en Afrique aujourd'hui, il y a une certaine prise de conscience. Malheureusement, quelle est l'alternative qu'on propose aux jeunes footballeurs et aux parents? Lorsque vous dites à un parent, attention, la migration c'est dangereux, et qu'il a des exemples des réussites de footballeurs, de voisins, dont les enfants ont réussi en Europe, qui sont devenus professionnels, qui jouent pour la sélection nationale, c'est difficile de les réfréner. Il y a un rêve qui est légitime. Et même le règlement FIFA qui a été mis en place était là pour freiner l'exode des jeunes footballeurs. Mais qu'est-ce qu'on propose en Afrique aux enfants? Les enfants n'ont pas d'académie. Tous les enfants ne peuvent pas accéder à la formation. Et on se rend compte aujourd'hui qu'avec l'évolution de l'entraînement sportif, les jeunes Africains arrivent en Europe à 18 ans. Lorsqu'ils arrivent à 18 ans, ils sont très peu qualifiés comparés à leurs homologues européens. Il y a clairement une espèce d'inégalité qui est institutionnelle. D'un côté, on vous dit, vous ne pouvez pas venir avant 18 ans. De l'autre côté, vous n'avez pas les moyens de vous former pour qu'à 18 ans, vous soyez opérationnel dans le football professionnel. Donc, il y a une espèce d'injustice, il y a une rupture d'égalité. Donc, on vous attache les pieds, on vous demande de courir au même rythme que les autres. Et je pense qu'il y a une prise de conscience
même des pouvoirs publics. Mais le plus difficile aujourd'hui, c'est ce que nous proclamons depuis des années, qu'il faut mettre en place des choses concrètes pour des enfants, des alternatives sociales, éducatives. On a la question de la déscolarisation des enfants. À partir du moment où un jeune footballeur est déscolarisé, il croit dur comme fer qu'il arrivera à jouer au football professionnel en Europe. Donc du coup, c'est une question d'éducation, de suivi social qu'il faut mettre en place, des alternatives. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Ces dernières années, les efforts se sont multipliés pour enrayer l'émigration clandestine vers l'Europe. Mais nombreux sont fragilisés par les mauvaises conditions économiques, de l'amenuisement des stocks de pêche aux mauvaises récoltes, et ils continuent de tenter de traverser la Méditerranée dans des embarcations dangereuses. Des formations de sensibilisation essayent de dissuader les candidats au départ toujours nombreux. Nous avions suivi ce travail à Saint-Louis, au Sénégal. Regardez. Dans le quartier Gohoumba à Saint-Louis au Sénégal, le jeune Babacar Fall est un exemple pour ceux qui font dans la sensibilisation contre l'immigration clandestine. Rapatrié de l'Espagne en 2006, cet ancien émigré clandestin tient cette boutique. Il est maintenant convaincu que l'on peut trouver le bonheur chez soi. Le fait de partir, tu es loin de ta famille. Tu es loin de ta famille, tu n'as pas d'informations sur eux, seulement peut-être par téléphone. Mais tu as un problème d'accès. Parce qu'une fois arrivé là-bas, si tu ne parviens pas à te régulariser, tu as des problèmes de retour. De ce fait, mieux vaut rester ici, gagner ton pain ici et te s'occuper de ta famille. Cette leçon, les jeunes Ahmed Sow et Kodou Ndiaye semblent ne pas se l'approprier. Ils viennent de participer à une séance de sensibilisation sur les risques de l'immigration clandestine. Malgré les risques cités et étayés d'exemples par Penda Faye, organisatrice de cette séance, ces jeunes croient que le bonheur se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. Nous sommes des pêcheurs, mais nous n'arrivons pas à rendre notre vie heureuse avec cette activité. Face à cette situation, nous voulons partir en Espagne par tous les moyens. Nous n'avons rien eu de tout ce qu'on nous a promis. Même si je suis une femme, je suis tentée de prendre les pirogues pour aller en Espagne. Je veux aller là-bas pour trouver un emploi qui manque ici. Dans notre quartier, nous peinons même pour nourrir nos familles. Depuis plusieurs mois, Penda Faye sensibilise contre l'immigration clandestine. Pour elle, le message peut encore convaincre certains cœurs s'il est régulièrement délivré à la jeunesse. Si on nous avait donné quelque chose, nous aurions pu continuer à faire une grande sensibilisation. Parce qu'on est quelqu'un dans cette ville et surtout dans ce quartier. Les jeunes nous écoutent, ils nous prêtent leurs oreilles, mais en contrepartie, on n'a pas eu d'aide, on n'a pas eu de soutien. Et nous ne sommes que des femmes, c'est pourquoi nos moyens étaient très limités. L'étape de sensibilisation passée, les jeunes revendiquent du concret, un emploi décent. Nous retrouvons Jean-Claude Voumine pour la suite et la fin de notre entretien de la semaine. Il revient sur les actions concrètes de son association Foot Solidaire en Afrique et nous parle de son ouvrage « Mon incroyable voyage en ballon ». Écoutons-le. Jean-Claude Voumine, quelle action menez-vous au sein de Foot Solidaire pour ces mineurs africains isolés? Les jeunes footballeurs que Foot Solidaire accueille depuis une vingtaine d'années, c'est des jeunes un peu isolés, des mineurs isolés étrangers, en Europe principalement. Mais l'association a dès ses débuts, commencé à anticiper, à travailler dans les pays d'origine. Aujourd'hui, Foot Solidaire s'est constitué en fédération internationale avec 20 pays, 17 pays africains pour l'instant, et nous souhaitons nous installer dans le maximum de pays africains pour mettre en place un programme que nous appelons programme YOPA. Le programme YOPA, c'est Young Player Protection in Africa. L'idée est d'apporter des outils d'accompagnement social des jeunes joueurs, la santé, la prévention, la sensibilisation et l'information via nos associations locales. Aujourd'hui, on en a en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal,
en Mauritanie, au Maroc, au Bénin, au Togo. Donc le réseau est en train de s'étendre en Afrique et c'est une très bonne nouvelle pour nous. L'idée aujourd'hui est de mettre l'accent sur le suivi social des enfants, les accompagner, parce que si nous voulons, par exemple en Afrique, développer un sport professionnel, il faut stabiliser les mineurs, mais pour stabiliser, il faut les convaincre de rester avec des actions concrètes. Que pensez-vous des efforts de formation des joueurs africains qui sont accomplis sur le continent ces dernières années à travers des partenariats avec des clubs européens? La formation en Afrique aujourd'hui a beaucoup évolué. Vous savez que dans les années 1990, il y a eu la SEC d'Abidjan, l'académie de la SEC, Mimosifcom, qui avait été initiée avec le français Jean-Marc Guillou, qui avait donné un très bel exemple. Et on s'est rendu compte qu'on pouvait former des footballeurs de haut niveau en Afrique. Depuis, le phénomène d'académie s'est répandu en Afrique avec beaucoup de dérives, avec beaucoup de dégâts pour l'éducation des enfants, pour la sécurité de l'intégrité physique des enfants. Il y a eu des personnes qui se sont lancées dans la formation sans compétences, avec le seul objectif de gagner de l'argent. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup des partenariats qui se font avec des clubs européens. Alors j'ai envie de dire, est-ce que c'est la bonne voie pour l'Afrique? Ces partenariats, à qui profitent-ils? Est-ce que ces partenariats ont pour but de développer un football professionnel en Afrique pour stabiliser les enfants? Ou alors ces partenariats sont uniquement des leviers pour recruter, encore une fois en Afrique, recruter. Mais c'est un pis-aller pour moi, c'est mieux que rien. Par contre, il faudrait que ces partenariats soient encadrés et que nous avons forgé ce qu'on appelle la protection équitable et durable. Il faut aujourd'hui que les partenariats soient équitables, soient durables, qu'ils profitent au football africain. On peut former 100 joueurs et en recruter 10, mais garder 90% des joueurs pour les championnats locaux. Il faut absolument que l'Afrique se structure et les formateurs peuvent contribuer à cet effort. Et je pense aussi qu'il y a de bons formateurs en Afrique, mais aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que l'éducation passe avant tout et qu'en Europe, ça devient de plus en plus difficile de signer parce que le niveau s'est beaucoup élevé et par contre, en Afrique, il a un peu stagné par certains aspects. Donc l'idée, ce serait de donner plus d'espoir. Alors, le danger, c'est de donner un espoir sans lendemain. Il faut que les formateurs expliquent aux parents ce que c'est que la formation professionnelle. Quels sont les risques, quels sont les dangers, quelles sont les opportunités. Et surtout, travailler à la double formation. On a beaucoup d'académies qui nous disent on fait du sport-études. Malheureusement, c'est souvent plus sport qu'études. Et les enfants sortent là, ils ne sont ni professionnels, ils n'ont pas de diplôme et leur vie, parfois, laisse à désirer. Aujourd'hui, je préférerais avec tous les moyens que nos sportifs professionnels détiennent, que les investisseurs détiennent, nous préférons à Foot Solidaire aujourd'hui qu'on crée des établissements scolaires et qu'on y intègre du football. Au lieu de créer des académies de football, on intègre de la scolarité. C'est pour nous la meilleure voie pour l'Afrique. Votre pays d'origine, le Cameroun, va accueillir en janvier 2022 la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est le moment où les internationaux africains reviennent défendre les couleurs de leur pays. Ont-ils un rôle à jouer? Écoutez, déjà, je suis très heureux que le Cameroun puisse enfin organiser cette CAN qui va contribuer à redynamiser le football. Il y a eu des stades construits, il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Et c'est vrai que cette CAN est un grand espoir pour le Cameroun et pour le football africain en général. Et je voudrais dire que c'est une grande fête. Et les footballeurs aujourd'hui doivent, nos footballeurs africains, nos stars du football, ceux qui contribuent à faire briller les clubs européens en Champions League, lorsqu'ils reviennent, ils ont vraiment un devoir aussi de partager l'information, de soutenir les actions, d'éduquer, de porter le bon message, de dire aux enfants, c'est bien le football professionnel, pour réussir, voilà le chemin. Il n'est pas toujours facile, il faut s'armer, il faut faire vos études, il faut garder l'espoir, évidemment, parce que le sport, c'est d'abord ça. En Afrique, il y a des dizaines de millions d'enfants qui pratiquent le football. Et ce sport a un rôle social incroyable pour l'Afrique. L'Afrique ne peut pas utiliser, entre guillemets, le football comme juste du business. On ne peut pas s'autoriser ce luxe. L'Afrique doit justement utiliser le football pour aborder des questions d'éducation, l'égalité des genres, des questions de paix, de cohésion sociale, de tout ce qu'il y a que le sport peut apporter. Et ces footballeurs ont vraiment un rôle de porte-parole indéniable. Vous venez de signer un ouvrage, Mon incroyable voyage en ballon. Ce témoignage peut-il contribuer à améliorer les perspectives des jeunes joueurs africains? Écoutez, le livre que j'ai commis, c'était vraiment un cri du cœur.
Et c'est vrai que j'étais au plus mal à cette période-là. L'association était au plus mal et on se demandait que faire. Est-ce que nous arrêtons avec les associés? On s'est réunis, on s'est dit est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on continue? Et si oui, si on continue, dans quelles conditions? Et c'est dans ces moments-là que j'ai écrit cet ouvrage pour témoigner de ce que j'ai vécu pendant 20 ans de foot solidaire. Comment un militant associatif, quelqu'un qui défend une cause, la cause des enfants, les difficultés qu'il peut rencontrer, des difficultés qu'on peut avoir sur des préjugés, parce que voilà, on est africain en Europe et parfois ça ne plaît pas toujours à tout le monde. Malheureusement, ces gens sont minoritaires. Il y a également des questions où on se heurte à des enjeux économiques, parfois, je ne vais pas dire politique, mais presque, et où on se rend compte qu'on n'est qu'une petite association et c'est difficile de trouver son chemin, de faire entendre le message. Heureusement, ce livre m'a permis justement de comprendre que beaucoup de gens m'ont écrit, m'ont dit le combat est noble, il ne faut pas laisser tomber, il faut continuer. Et ce livre, c'est vraiment on va dire, je ne vais pas dire c'est un vrai témoignage de fond. Il faut vraiment le lire. Moi, je le donnerai volontiers à ceux qui me le demandent. C'est vraiment intéressant pour comprendre ce qui s'est passé ces 20 dernières années à Foot Solidaire. Le livre a sauvé Foot Solidaire, vous pensez? Le livre a sauvé Foot Solidaire parce que beaucoup de gens m'ont écrit, mais c'était aussi un voyage de mes rencontres, parce que Foot Solidaire, c'est une rencontre d'hommes, des hommes de différentes origines, de différentes couleurs de peau. Aujourd'hui, l'association s'occupe des enfants en Europe, en France. On est présent en Turquie, en Serbie, en Espagne et en France. Foot Solidaire est universel. Le sport est un langage universel. Et dans ce livre, je raconte un peu mes voyages en Afrique du Sud, où j'ai rencontré une vieille dame qui avait 70 ans, qui s'occupait des gamins, au Congo. Voilà, c'est ça mon incroyable voyage en ballon. Jean-Claude Boumine, merci beaucoup. C'est moi, je vous en prie. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Jean-Claude Boumine ainsi que nos émissions sur notre site internet africaonair.com et bien sûr également sur tous nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa TV Show. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous!